Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Un seul titre au menu de ce journal. Célébration de l'an 40 du renouveau. À quelques jours de l'événement, Equinox Télévision revient sur ce jour où le destin politique du Cameroun avait basculé à l'annonce de la démission du tout premier président Amadou Ahidjo et les raisons portées sur le choix de son successeur Paul Biya. De même que le bilan socio-économique du père du renouveau de 1982 à 2022, passé au scanner dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. 4 novembre 1982, une date inoubliable dans le tournant politique de l'histoire du Cameroun. Dirigeant d'une main de fer le pays depuis son accession à l'indépendance en 1960, Amadou Ahidjo annonce sa démission à la surprise générale du peuple camerounais. Il avait alors choisi Paul Biya pour le remplacer à la tête du pays le 6 novembre 1982. Quelles étaient les raisons de cette préférence pour l'actuel chef de l'État? Élément de réponse dans ce reportage que signe Ulrich Ngonomala. Jeudi 4 novembre 1982, le président de la République unie du Cameroun annonce sa démission. Son dernier discours est diffusé sur les antennes du média capitaux public. Chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Le choix d'Amadou Ahidjo est donc porté sur Paul Biya, l'actuel président de la République du Cameroun, qui prête serment le samedi 6 novembre 1982 devant le Parlement camerounais. I do so swear. Pourtant, sur la scène politique à l'époque, plusieurs personnalités étaient pressenties pour remplacer Amadou Ahidjo à la tête du pays. Ahidjo pouvait nommer n'importe qui. Il y avait des hommes d'État, il y avait les Sadou Daoudou, il y avait les Bois, il y avait les Victor Essimvo et les autres, qui étaient des hommes, de vrais hommes d'État, qui faisaient partie des cercles autour du président Ahidjo. Cependant, ces hommes politiques ne pouvaient se soumettre à la vision du président Ahidjo, car ce dernier avait besoin d'un fanatique qui manipulerait afin de contrôler le pouvoir hors de la présidence. Des aptitudes que le président Ahidjo voyait en Paul Biya. Ahidjo a préféré avoir un fanatique à son service pour la suite, parce qu'il y avait une suite qu'il prévoyait, lui le président Ahidjo. Il a utilisé le président Biya comme il aurait pu utiliser son meilleur instrument. Vous comprenez? Meilleur instrument dans ce sens qu'il restait le bras qui utilise l'instrument, mais il a besoin d'un instrument qu'il peut manier, manipuler à sa guise. Voilà la vérité. Un plan voué à l'échec, car arrivé à la tête du pays, le président Biya impose sa vision. En avril 1984, il échappe à un coup d'État orchestré par son prédécesseur. Dès lors, le président de la République du Cameroun consolide ses acquis d'année en année, décennie en décennie. 40 années de relations entre l'homme du 6 novembre 82 et l'extrême nord Cameroun. La fille aînée du renouveau affiche toute sa déception amoureuse. Des élites politiques de cette région se plaignent d'avoir été lésées dans le partage du gâteau national, pourtant reconnu comme un bastion électoral acquis au RDPC de Paul Biya. Les plaintes des élites locales dans ce reportage que signent Gladys Sidié et Amadou Dairo. L'extrême nord, fille aînée du renouveau, a-t-elle été abandonnée? Quand on aime une fille, on doit l'entretenir.
Et si on n'entretient pas une fille, elle prostitue. Selon les principaux acteurs politiques dans cette partie du pays, l'extrême nord n'a hérité que de ce nom qui, selon eux, sonne creux, à la lumière des mots, objet des souffrances des populations. Il y a deux mots qui peuvent expliquer les mots sous le renouveau. Il y a le mensonge, il y a des promesses fallacieuses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Il y a multiplication, certes, des structures scolaires, mais ces structures scolaires sont fragiles à cause des manques d'infrastructures. Pas de table banc, les enfants sont assis au sol. Il y a plusieurs établissements scolaires qui n'ont pas d'enseignants. Toutes les infrastructures d'il y a 40 ans sont aujourd'hui détériorées. Les routes sont détériorées. On se demande si l'extrême nord est véritablement la fille aînée ou plutôt la fille lésée du renouveau. Sécurité, éducation, santé, infrastructure, à en croire la classe politique, l'extrême nord, au fil de ces 40 années, a considérablement sombré. Quand le renouveau venait, il n'y avait pas les attaques. Quand le renouveau venait, la route de Koussé était très praticable. Je faisais 2h30 quand j'étais à l'Union européenne. Je prends le cas de l'agriculture. Aujourd'hui, un sac d'engrais coûte 40 000, alors qu'à l'époque, avant le renouveau, le sac d'engrais coûtait 6 000. Vous pensez que les populations vont décoller comment pour faire leur agriculture? C'est aussi un échec. Je vous assure, je vais dans les montagnes de Mokolo, les populations ont vidé et aujourd'hui, on dit qu'il y a retour. Retour pour aller faire quoi? Quand les villages sont minés. Dans le renouveau, il n'y a pas une seule industrie créée par le régime en place. Or, c'est par l'industrialisation qu'on change la vie des gens. Le parti au pouvoir, par contre, qui dresse son bilan, se félicite plutôt des avancées observées, surtout dans le secteur de l'éducation, dans cette région. En 40 ans, beaucoup a été fait, surtout pour la jeunesse. Disons pour l'extrême nord, la création de l'université de Maroua constitue un grand atout. Quand on a créé l'université de Maroua, on a créé des écoles des satellites, notamment l'école normale supérieure de Maroua et l'école polytechnique de Maroua. Parce que maintenant, tu ne peux pas aller dans un lycée, au fond du village, tu ne trouves pas un produit qui sort de l'école normale. C'est vraiment un grand atout. Et quand vous voyez au niveau de la santé elle-même, avec la création des écoles des infirmiers ou bien des écoles des soignants et autres qui ont beaucoup aussi émergé dans la région de l'extrême nord. Ça prouve que maintenant beaucoup de jeunes se sont intégrés dans le domaine de la santé pour devenir des personnels de la santé. La région de l'extrême nord est la plus peuplée du Cameroun. Bien que sinistrée, elle a toujours pourtant constitué un bastion électoral stratégique pour le parti au pouvoir. Et 98% de routes en très mauvais état, des ressources forestières et minières pillées, des populations appauvries. C'est le bilan que dresse la société civile des 40 ans du renouveau dans la région de l'Est Cameroun. Principaux accusés de ce sous-développement, l'élite locale qui n'aurait pas bien joué son rôle. Benjamin Issam. Le réseau routier de la région de l'Est est à 98% dégradé. Un véritable calvaire pour les populations. Partir de Batouré pour Mulundu en passant par Yokadouma est un véritable parcours du combattant, surtout en cette période de pluie. Sur un linéaire routier de 22 994 km, seuls 606 km sont bitumés, ce qui représente 2,2%. La société civile estime que l'élite locale n'a pas pleinement joué son rôle. L'homme du renouveau, en tant qu'individu, il a fait beaucoup. Mais ce sont les nôtres qui ont eu à occuper ces différents postes-là et qui, ma foi, n'est-ce pas, vous êtes des journalistes et vous n'avez pas plus d'informations que moi depuis plusieurs années et n'ont pas fait ce qu'il fallait ou alors ont donné l'impression que ça a été fait alors que ça n'a pas été fait ou alors on fait ça ailleurs et n'ont pas voulu faire ça pour maintenir soit certaines populations qui n'étaient pas favorables à leur ascension ou alors à certains qui étaient des challengers. Donc je crois que ici, à ce niveau, sur le problème routier,
suivant mon regard, il s'agit là de notre propre problème. C'est notre élite elle-même, n'est-ce pas, qui n'a véritablement pas joué pleinement son rôle. Si la région de l'Est constitue une véritable manne naturelle, le bois et le sous-sol n'ont pas pleinement profité aux populations. À l'exemple de Betare Oya, Kolomine ou Kambele qui ne brillent pas comme leur or. En cause, ceux qui obtiennent des titres d'exploitation sans les valoriser. Nous devons avoir le courage d'interroger les nôtres. Ce sont les nôtres parce qu'il faut simplement aller dans le répertoire ou le fichier de ceux qui détiennent les titres d'exploitation à l'Est. Vous allez trouver que ce sont ceux qui sont au plus haut niveau. Vous les connaissez suffisamment. Mais c'est eux qui ont les titres d'exploitation, c'est eux qui contournent la loi, c'est eux qui contractualisent avec les investisseurs étrangers, c'est eux qui développent les failles. Toutefois, ces ressources naturelles ne peuvent profiter aux populations de l'Est que si les textes en vigueur sont respectés par tous. L'élite locale met de la main pour pouvoir faire respecter les lois et les règlements de ce pays en matière d'exploitation forestière et d'exploitation minière. Ce n'est pas le président de la République qui mettra un gendarme derrière tout un Camerounais. Donc, faisons tous ensemble, aidons bien, comme on dit d'habitude, joignons-nous toutes les mains pour que le Cameroun progresse. Pour la société civile, dresser le bilan des 40 ans de Paul Biya dans la région de l'Est revient à se regarder dans le miroir. Nous devons faire l'autopsie du renouveau dans notre propre région avec les nôtres pour commencer à savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui devait faire quoi et ne l'a pas fait et pour quelles raisons. Le développement d'un pays ne peut pas se faire en 1 an ou en 2 ans. C'est un travail perpétuel, un éternel recommencement. Et quel est l'état de santé de l'économie camerounaise en 40 ans de règne du deuxième président de la République? À l'analyse des économistes sur la question, le Cameroun a régressé dans tous les secteurs d'activité. Chute drastique de la croissance, baisse de la production, suffocation du pays, sous-l'endettement, un mauvais choix des politiques économiques et une gouvernance à l'emporte-pièce. Achille Kamga pour plus de précision. La chronique économique s'accorde à dire que le 6 novembre 1982, lorsque Paul Biya prête serment en tant que deuxième président de la République du Cameroun, son prédécesseur l'ULEC, un pays prospère du point de vue économique. C'est à ce moment, soutiennent les économistes, que le pays commence à sombrer du fait d'une gouvernance tatillonne du régime en place, conjugué à d'autres facteurs exogènes. En 1987, nous avons la fermeture d'une banque comme la BAO. En 1989, nous avons la fermeture de la Banque camerounaise de développement, la BCD. En 1994, avec la dévaluation du franc CFA, les privatisations, la déflation, c'est-à-dire qu'on a été obligé de compresser, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. De l'avis de nombreux observateurs, le renouveau est marqué par la décroissance et la sous-production. À titre illustratif, en 1982, au moment où le renouveau accède au pouvoir, le taux de croissance tournait autour de 15%. Nous sortions d'une période très prospère. Aujourd'hui, on a de la peine à avoir 2-3% de taux de croissance. Et il y avait l'autosuffisance alimentaire en ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'insuffisance chronique alimentaire, et ce depuis plus de 30 ans. En cause, la braderie de nombreuses entreprises agro-industrielles sous l'ère du renouveau. On se rend compte qu'il n'y avait plus que 28 entreprises à vocation industrielle, agro-industrielle au Cameroun, et que sur les 28, 14 étaient en faillite. Les politiques publiques complètement en déphasage avec la réalité sont pointées du doigt. Le second document de planification stratégique, il y a le DSCE, mais qui, ma foi, je pense que c'est à partir de là qu'on avait mal bifurqué, on a mal négocié le virage, parce que en 2006, on atteint le point d'achèvement, on sort du plan d'ajustement structurel, et en 2016, on rentre, n'est-ce pas, dans le plan d'ajustement budgétaire. Les solutions pour sortir le Cameroun de ce marasme économique restent un changement radical de l'orientation des politiques en matière économique.
mais davantage investi aujourd'hui dans des secteurs stratégiques à forte rentabilité, à forte valeur ajoutée, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur de la pisciculture, bref, et transformer sur place l'essentiel de nos matières premières. Et faire en sorte au Cameroun qu'on n'ait pas besoin de 40 ans pour faire un pas, mais que ce pas-là soit possible en 3 ans. En 3 ans, il est possible au Cameroun de réussir un projet de réforme agraire. Les citoyens camerounais continuent à entretenir l'espoir de vivre dans un pays économiquement fort qui leur offre des opportunités de s'épanouir. Le temps du président, ainsi en ont qualifié des observateurs sur l'utilisation que le chef de l'État, Paul Biya, fait de cette donnée en situation ordinaire ou en cas d'urgence. En 40 ans de pouvoir, l'homme du 6 novembre 1982 a pu apprivoiser cette réalité temporelle presque insaisissable par ses pairs. L'analyse de Guizogo. À la faveur du 40e anniversaire de la session de Paul Biya à la tête du Cameroun, la coalition Tournons la page s'est faite entendre à travers une conférence débat à Yaoundé. D'emblée, cette coalition dresse le bilan des 40 années de Paul Biya aux commandes du Cameroun. Si on regarde le nombre d'entreprises qu'il y avait au Cameroun en 1982, elle n'existe plus. Si on regarde le nombre d'infrastructures qui existaient à l'époque, il n'y en a plus. Nous n'occultons pas la croissance démographique. Leur projet devait tenir compte du taux de croissance démographique. De l'avoir pas fait et qu'on soit aujourd'hui en 2022 avec les mêmes infrastructures 1982, pour nous c'est un problème. Donc c'est un bilan vraiment totalement négatif. Sur un autre plan, notamment celui de l'éducation, Tournons la page révèle une inefficacité aujourd'hui. À notre époque encore, l'école était un ascenseur social. Si ton papa était un agriculteur, ta maman vendait les beignets et tout, à travers l'école, tu pouvais espérer. Mais aujourd'hui, l'école est devenue juste un endroit pour aller garder les enfants, dont les diplômes même sans contenu. Et à la fin, tous les enfants ont tous les diplômes, mais il n'y a pas de travail. Bien que concédant à Paul Biya d'avoir contribué au retour de la liberté d'expression, Tournons la page fait le constat d'un déni de démocratie au Cameroun. Lors de la célébration de la Journée internationale de la démocratie en 2021, nous avons conclu en disant que le Cameroun était une dictature démocratique. C'est-à-dire que la démocratie est sur le papier, les textes sont là et tout, mais la pratique est dictatoriale. De la sorte, cette organisation appelle sans détour à une alternance. Le Cameroun aujourd'hui est identifié à travers le monde comme le premier pays où on a un mandat éternel. Et donc nous pensons qu'il faut limiter les mandats. Cette initiative est saluée par d'autres acteurs, notamment universitaires. Il est important aujourd'hui de saluer ce travail qui est mené pour déjà conscientiser, mobiliser les masses et apporter un soutien réel à ceux qui estiment que le Cameroun ne doit plus continuer à fonctionner comme une monarchie ou tout simplement un présidentialisme monarchique. Les conclusions de cette conférence débat de la coalition Tournons la page feront l'objet d'une publication. Quittons la page du renouveau pour évoquer la coopération CEDEAO-CEMAC. Ça roule désormais à toute vitesse entre ECOC au Cameroun et FOM au Nigeria. Le pont très attendu sur la Cross River vient d'être inauguré en présence du ministre camerounais des Travaux publics et son homologue nigérian des Affaires étrangères, Hubert Michel Kamini, Kemazo Matilda. Sur la Cross River, désormais ouvert à la circulation. La mise en service de cet ouvrage, long de 400 mètres et reliant la localité d'Ekok, dans le département de la Magnou, région du sud-ouest Cameroun, à celle de Mfoum, dans le Nigeria voisin, a eu lieu le 3 novembre 2022, en présence du ministre des Travaux publics, représentant la partie camerounaise, et le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Un joyau qui permettra à ces deux pays de saisir les opportunités de marché d'un bout à l'autre. Je voudrais très sincèrement féliciter l'entreprise, féliciter la mission de contrôle. L'ouvrage est beau, comme chacun a pu le voir. Il va falloir que nous en tirions le meilleur avantage en produisant mieux
produisant davantage car un marché s'ouvre à nous. Un pont qui facilitera non seulement la circulation des personnes et des biens, mais permettra aussi de consolider la relation entre le Cameroun et le Nigeria, après le règlement du conflit de Bakassi. Le pont sur la Cross River intervient pour normaliser, rapprocher davantage des pays frères. Au lendemain des accords du Green Tree qui ont donc consacré la nécessité pour ces deux pays de cohabiter harmonieusement. Le pont sur la Cross River intervient aussi dans le programme de connectivité par la route de M. le Président de la République. Et dites-vous bien que dans le cadre de ce programme, nous avons la route Kumba, Manfé et Kok réalisée. Voilà une opportunité, un grand marché d'environ 200 millions de consommateurs et qui est ouvert pour la production camerounaise. Pour sa part, le représentant de Mouhamadou Bouhari souligne que cet ouvrage facilitera la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent, notamment aux frontières du Cameroun et du Nigeria. Le maire de la localité en a profité pour inviter le gouvernement camerounais à ouvrir les frontières afin de permettre aux entreprises de circuler. D'un montant de 21 milliards de francs CFA, le pont sur la Cross River a été financé par le Cameroun et le Nigeria, avec le concours de la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Prenons à présent les nouvelles hors de nos frontières. En Guinée-Conakry, Alpha Condé, poursuivi par la justice de son pays. L'ancien chef de l'État, renversé en 2021, devra répondre des faits de détournement et enrichissement illicite. Au Burkina Faso, l'opposition et la société civile dénoncent les failles observées dans le processus de transition depuis la tenue des assises nationales dans le pays. Nadine Yambou signe la mouture internationale. En Guinée-Conakry, c'est une descente aux enfers pour Alpha Condé, une fois de plus dans le viseur de la justice. Chassé du pouvoir en 2021, l'ex-chef d'État devra répondre des faits d'enrichissement illicite et blanchiment d'argent présumé perpétrés durant son mandat entre 2010 et 2021. Plus de 180 hauts cadres proches d'Alpha Condé sont également ciblés par la justice guinéenne. Les militaires qui ont pris le pouvoir par la force il y a plus d'1 an ont fait de la lutte contre la corruption en Guinée l'un de leurs grands combats. Ce n'est pas la première fois que les poursuites sont engagées contre l'ex-président Alpha Condé, âgé de 84 ans. En mai dernier, il a été mis en cause pour des faits présumés, notamment d'assassinat, actes de torture, enlèvement et viol dans ce pays où la répression des manifestants politiques est souvent brutale. Au Burkina Faso, l'opposition exprime son inquiétude face aux menaces qui pèsent sur la transition en cours. Le Front patriotique, un regroupement d'une trentaine de partis politiques et d'organisations de la société civile, dénonce la mise à l'écart des hommes politiques dans la gestion du pays, de même que la suspension des activités des formations politiques et le flou qui entoure les membres du mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde, l'organe politique de la junte au pouvoir. Le Front patriotique critique par ailleurs la décision du régime militaire de donner des armes aux populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La meilleure riposte contre les groupes djihadistes, d'après ce mouvement, consiste à l'élaboration d'une vraie politique de défense populaire. De même, ce regroupement demande une rélecture des différents accords de défense entre le Burkina Faso et la France. Le Front patriotique réaffirme son combat pour une transition politique légitime et souveraine, seule voie pour un retour de la cohésion et la paix au Burkina Faso. Et en sport, le tribunal judiciaire de Paris tranche en faveur de Le Coq Sportif dans le litige qu'il opposait à la Fédération camerounaise de football après la rupture abusive du contrat. Une décision que conteste la FECAFOOT qui entend faire appel de justice. Fabrice Elomo. Dans l'affaire opposant la Fédération camerounaise de football à Le Coq Sportif, la justice française donne raison à l'équipementier français. Le tribunal judiciaire de Paris demande à la FECAFOOT de respecter son contrat avec son partenaire
jusqu'en décembre 2023. Il exige aussi, à l'instance du football national, de verser près de 2 millions de francs CFA à le coq sportif. Selon cette décision, les Lions indomptables seront habillés par la marque française. C'est que n'entend pas la Fédération camerounaise de football qui, dans un communiqué, promet de faire appel. Le juge des référés aurait pu non seulement assortir, pour que sa décision soit efficace, assortir ses décisions d'astreinte, c'est-à-dire condamner la Fédération camerounaise de football au cas où elle n'obtempère pas à payer une astreinte par jour de retard. Ça n'a pas été fait et ils auraient pu, parce qu'ils sont le juge, il est le juge du provisoire, dire que s'il s'agit d'une mesure conservatoire dans le temps, applicable dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à l'issue d'une décision du juge du fond. Affirmant que le corps sportif avait failli à ses obligations de verser plus de 80 millions de francs CFA pour la qualification des Lions au Mondial Qatar 2022, la FECAFOOT compte poursuivre l'affaire jusqu'à obtenir gain de cause. Dans le cas contraire, la FECAFOOT sera obligée de se plier aux exigences de la sentence du tribunal judiciaire de Paris. C'est le juge du fond qui va dire si cette résiliation est abusive ou pas. C'est ça trancher le fond. C'est ça le véritable problème qui oppose la FECAFOOT au coq sportif. En attendant le dénouement de l'affaire, la FECAFOOT poursuit son chemin dans la préparation de l'équipe nationale en route pour le Qatar. Nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est avec Serge Alotou et ses invités en direct de Yaoundé. Très bon week-end à tous.